Test 446, introduction. Non, non, je rigole. Non, mais en gros, en fait, je sais pas si je peux même faire une introduction. Dès que j'en fais une, c'est pourri. Là, je suis dans ma chambre, il est 22h37. Ça fait ouais, même plus d'une heure que j'en fais. Ouais, c'est nul, quoi, c'est nul. Je pense qu'il y a rien de mieux que vous passez l'épisode directement. Ben donc voilà, on va pas faire une grosse introduction, mais comme je t'ai dit, ce serait peut-être pas mal que tu te présentes un peu brièvement, rapidement, juste pour. Bon, moi évidemment, je connais Ouais, pas mal de choses, mais l'idée c'est de décrire un peu ton parcours scolaire, pas depuis le tout début, hein, mais parcours scolaire, universitaire, haute école, et puis parcours pro jusqu'à ton entrée à Execo, quoi. Et après, on plongera peut-être un peu dans Execo où on verra où la conversation nous mène, quoi. Et donc voilà, ouais. ouais, présente-toi un peu. J'aurais pu le faire, mais je me suis dit que c'est peut-être plus honnête que tu le fasses, quoi. Non, non, très bien. Donc, je m'appelle Simon, j'ai 30 ans, j'habite à Bruxelles. Et parcours scolaire, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai réussi mes secondaires sans doubler. Et puis, j'ai commencé l'université où j'ai raté ma première année parce que sans doute j'étais un peu trop jeune, un peu immature et pas encore tout à fait prêt. Puis, j'ai fait une haute école pendant 3 ans et ensuite j'ai basculé sur un master universitaire. Et là, ça s'est bien passé. Et après, j'ai cherché un travail directement après. Donc, du coup, j'ai fait des études d'économie, donc c'était assez large vu mon profil polyvalent. J'ai cherché un boulot de manière assez classique dans plusieurs entreprises qui m'intéressaient. Mais après, j'ai discuté avec le grand frère d'un copain et j'ai rejoint sa startup qu'il lançait en rentrant du Canada. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde professionnel. Execo, quoi. Donc c'était là. Execo, ouais, exactement. L'entreprise dans laquelle je suis toujours maintenant. Et en fait, là, il y a une question qui me vient, mais c'est pendant on va dire, les 2-3 dernières années à l'UNIF, là, à l'ICHEC, à Ouais, Bruxelles. Je me souviens notamment quand tu faisais ton mémoire là sur le nouveau style de management là. ouais. Euh, et bah, ouais, je me rappelle un peu le bouquin. C'était quoi encore le bouquin sur lequel tu t'es appuyé là, de Laloux là, Frédéric Laloux? Ouais, Reinventing Organizations, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Non, mais moi, la question que je me posais un peu, c'est est-ce que à ce stade-là de ton parcours, Ouais, puisque si je me souviens bien, tu as quand même mis encore quelques mois à postuler et à trouver ce filon, Rodolphe et avec Execo, ouais. entre, je veux dire, la fin de ton master et ton embauche. Est-ce que pendant ton master, tu avais déjà en tête, même derrière ta tête, ou je sais pas très clair, mais l'idée de bosser dans une start-up et plus précisément dans la technologie, ou pas du tout, quoi. C'était vraiment complètement au hasard. Non, pas du tout, du tout. J'ai fait mon mémoire donc sur les nouveaux types de management. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse de par le sport, de voir comment des personnes gèrent d'autres personnes, les rendent plus performantes. Et donc ça alliait bien ça dans les études d'économie que j'ai fait. Et j'ai même postulé dans des boîtes qui faisaient ça. Mais après coup, maintenant, je me rends compte que si j'étais rentré là-dedans, je crois que ça m'aurait moins épanoui parce que c'est souvent des rôles de consultant. Tu vas dans les entreprises, tu challenges leur manière de manager, mais au final, t'es jamais dans le concret et tu vois pas trop les fruits de ton travail parce qu'après ta mission, tu pars. Euh, donc, ça aurait été d'office intéressant et formateur de bosser là-dedans, surtout que j'ai fait mon mémoire là-dessus. Mais Ouais. après coup, le fait d'être vraiment dans le dur, dans une startup qui se lance, et maintenant, je suis dans un rôle plus de management. Je m'y suis plus retrouvé et je crois que j'ai plus grandi grâce à ça que si j'avais fait le parcours plus classique après mes études où j'aurais été consultant en management Ouais. directement. Ouais, et puis il y a quand même un truc, enfin là directement qui me saute à l'esprit, mais chez toi le sport revient quand même systématiquement, quoi. Enfin, dans ta Ouais, vie personnelle depuis tout petit, mais ouais, là, enfin, ça me surprenait même quand tu me le disais que tu cherchais déjà dans le cadre de ton mémoire, etc. Tu pensais des nouvelles formes de management, mais dans des entreprises, enfin, en tout cas autour du sport, la question du coaching et tout ça. Je sais que tu as toujours été super intéressé par les grands ouais. coachs, Guardiola, Mourinho et tout ça.
Et là, comme par hasard, quelques années plus tard, dans la start-up, dans la technologie, au gré des hasards, dans laquelle tu finis par bosser, ben, elle était quand même orientée et est toujours quand même orientée plutôt autour du sport, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça, je pourrais expliquer. On a quand même pas mal pivoté depuis. On fait Ouais, plus du tout que du sport, mais on a quand même commencé par là. C'est le premier produit qu'on a lancé. ouais, Et en fait, depuis tout petit, j'ai fait du sport. J'adore le sport parce que voilà, c'est comme ça et c'est une de mes passions. Et donc, du coup, dans le sport, mon profil polyvalent et bien s'entendre avec tout le monde fait que je me suis intéressé plus aux joueurs qui managent l'équipe, donc les capitaines et les coachs. Et donc, du coup, dans mes études d'économie, j'ai fait un master plus sur le management pour faire un lien entre les deux. Et, et après, j'ai au final pas bossé là-dedans directement. Mais le fait que j'ai grandi avec cette startup, maintenant, je me retrouve dans l'équipe de management et je me retrouve à manager des personnes tous les jours, quoi. ouais. Donc sport, mais les gens aussi, quoi. Le Ouais, ma- au final, c'est plutôt les gens. C'est juste que j'aime bien le sport, que du coup, je l'ai axé vers le sport, mais ça peut être le management aussi. Là, en Ouais. entreprise, ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est pas du tout axé dans le sport. On parle pas de sport tous les jours et c'était un peu le premier produit qu'on a lancé avec Execo, mais maintenant, on parle pas du tout de sport tous les jours et c'est plus du tout ça ce qu'on fait, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ben, justement, pour un peu bifurquer là sur, enfin rentrer dans le vif du sujet, c'était un peu là-dessus que je voulais tourner l'interview, même si évidemment on part où on veut, mais explique-nous un peu, enfin, en gros, Execo, c'est quoi? Enfin, explique Ouais, à ses débuts et puis peut-être comment ça a évolué un peu. Peut-être expliquer aux gens un peu, ouais, le cœur du service ou le but de la boîte et comment ça a ouais, évolué. Et à moi aussi au final, parce que je pourrais le répéter comme ça rapidement, mais je sais pas si j'ai vraiment compris le truc, en tout cas en profondeur. ouais. Mais en fait, il y a eu trois phases, donc trois pivots. La première phase, c'est Rodolphe et moi au tout début, on a commencé à travailler ensemble et la première idée, c'était faire simplement une plateforme sur laquelle des entreprises peuvent offrir un budget à leurs employés pour qu'ils fassent du sport. Donc, un employé reçoit de l'argent de son employeur. Il reçoit 200 euros, disons, sur l'année et il peut le dépenser via notre plateforme. Donc, on a dû avoir tous des accords avec des clubs sportifs pour qu'ils puissent dépenser ce budget-là. Donc, ça, c'était un peu au début pour lancer le produit, développer le produit avec des retours de clients, etc. Euh, Après, il y a eu un premier pivot, c'est qu'on s'est rendu compte que ce produit-là donnait juste un budget à ses employés juste pour le sport. C'était pas avantageux fiscalement pour les entreprises de le faire. Et il fallait vraiment se calquer sur des produits que le gouvernement lance pour que ce soit avantageux pour les entreprises. Et c'est ce qu'on appelle les avantages pour employés. Donc, c'est tout ce que tu peux offrir en plus du salaire à tes employés. Ouais, Euh, donc, on parle du chèque, du chèque déjeuner pour se nourrir, du chèque cadeau pour faire des cadeaux, du chèque culture pour acheter des places culturelles. Il y ouais, a même des chèques vacances en France. Et donc, du coup, comme on avait déjà développé une première plateforme de sport, on a contacté les trois gros acteurs belges pour leur dire, ben, on pourrait être responsable, parce qu'en Belgique, il y a un produit qui s'appelle le titre sport et culture, qui est du coup exonéré de charges sociales et fiscales, donc avantageux fiscalement pour les entreprises. Et donc, on s'est calqué là-dessus sur ce produit-là. On s'est associé en fait avec une des trois grandes entreprises qui est active sur le marché des avantages pour employés en Belgique, qui est Moniz. Donc ça, ouais. c'est la deuxième grande phase de l'entreprise. Donc on reste sur le marché belge. Du coup, on s'élargit un peu plus parce que du coup, ce titre sport qu'on faisait de base devient le titre sport et culture. Donc on Ouais. s'élargit à la culture. Donc là, on a dû démarcher pas mal de Et, cinéma, théâtre, etc. et là, juste pour comprendre un peu, concrètement, le produit, entre guillemets, ou le service que vous proposez, c'est quoi? Ouais, Vraiment concrètement, je veux dire, qu'est-ce que vous fabriquez, quoi, vous construisez, ouais. même au quotidien, quoi. À cette époque-là, c'est juste une interface à destination des salariés sur lesquels ils reçoivent de l'argent et ils voient toute une liste de clubs sportifs et culturels dans lesquels ils peuvent dépenser leur argent qu'ils ont reçu de leur employeur. Donc vous, c'est clairement vous êtes l'intermédiaire entre l'entreprise Ouais, et l'employé, quoi. c'est ça. Et Mais, ils offrent de l'argent, du pouvoir d'achat à leurs employés via cette plateforme, ouais. en plus du salaire. Et vous fabriquez en fait donc cet intermédiaire, cette interface technologique C'est ça. à vendre aux entreprises pour leurs employés, quoi. Ouais, c'est ça. Et en faisant des accords avec tous les centres sportifs et culturels de Belgique pour que tu ne sois pas frustré si tu viens d'une ville pas connue en Belgique et que le centre sportif à côté de chez toi n'est pas repris dans la liste. Ah, ouais, d'accord, ok, oui.
Mais après, on a changé le truc et on a été à l'envers, mais ça, je peux t'expliquer après. Ouais, ok, mais attends, pas trop vite parce que sinon je comprends pas tout, mais et ça a été, ça fait combien de temps, ex aequo? On a lancé en 2018. Je dirais qu'on a fait une année un peu pour se lancer avec juste la plateforme de sport, du coup, Ouais, et pour avoir une dizaine de clients, pour avoir des retours des clients, améliorer la plateforme, ouais, faire des accords avec pas mal de centres sportifs. Et après, on a été frappé à la porte des trois grands acteurs belges, ouais. Moniz, Sodexo et Edenred. On a failli signer avec Edenred, mais au final, on a signé avec Moniz parce qu'ils sont plus petits, plus digitaux, ça va se mettre en place plus rapidement. Ouais, Et une fois qu'on a signé avec eux, on a eu enfin, ça a mis 6 mois de discussion avec ces trois gros acteurs. ouais, je me souviens. Après, je dirais encore bien 6 mois de préparation une fois que c'était signé avec Moniz, parce Ouais. qu'on a dû adapter notre plateforme, se plugger avec leur plateforme aussi, pour que les clients de Moniz restent dans l'environnement Moniz et ne basculent pas d'une plateforme à une autre. Mhm. On a plugué notre plateforme à l'environnement de Moniz. Et après ces 6 mois-là, on a lancé ça avec eux. Et donc, on était responsable à 100% un de leurs produits qu'ils proposent, qui est le titre sport et culture, quoi. Et pourquoi en fait, enfin ça me vient comme ça, mais pourquoi ces grosses boîtes-là, comme Moniz, euh, sous-traitent ou vous achètent ce service au lieu de le faire eux-mêmes, quoi. Parce qu'en Belgique, il y a 4 produits, c'est déjeuner, cadeau, les éco-chèques et le sport et la culture, qui est le Ouais. quatrième. Et qui, au final, c'est un produit régulé par le gouvernement, donc qui est de maximum 100 euros par an que tu peux offrir à tes employés. Donc, c'est Mhm. pas du tout un gros montant. Et donc, ces trois entreprises-là ne faisaient pas encore ce produit-là, ou le faisaient, mais encore en format papier, et n'avaient pas envie de prendre le temps de développer toute une nouvelle. Il fallait quand même prendre du temps à démarcher tous ces clubs sportifs et culturels, etc., qui Ouais. nous a pris quand même beaucoup de temps. Et ils voulaient clairement continuer à avoir leur focus sur le déjeuner, l'éco-chèque, qui génère beaucoup plus d'argent. Parce que le déjeuner, par exemple, tu peux offrir 7 euros par jour à tes employés. Donc, imagine le montant en fin d'année est beaucoup plus large que 100 euros par an, quoi. Et en fait, bon, cette première année de transition, puis après le gros premier virage là avec Moniz, donc c'est chef Ouais. agriculture, c'était bon, c'était un premier pivot, mais c'était enfin, si je me souviens bien, mais dis-moi si je me trompe, c'était quand même un peu enfin, je veux dire, c'était déjà un peu prévu ou dans les plans de Rodolphe et toi dès le début, ou c'est carrément ouais un virage quoi après un an de. Non, au tout début pas. Vous êtes conscient de faire ça. Moi, j'avais l'impression que plus ou moins dès le début, c'était un peu votre but quoi. Ouais, mais au tout début pas. Au tout début, vraiment, Rodolphe a lancé ça vraiment pour tester le truc. Il a continué à travailler sur le côté. Il a généré de l'argent et pouvoir nourrir sa famille en travaillant encore chez WooClap, Ouais. que tu connais. Euh, et on n'avait pas du tout l'idée de ça. Moi, quand je suis arrivé, je sortais des études, j'avais pas du tout cette vision stratégique de où on allait. Mais c'est vrai en fait, le fait de se lancer et d'arriver sur ce marché des entreprises, de voir qu'est-ce que les entreprises offrent à leurs employés, etc., nous a fait pivoter naturellement vers ces avantages pour employés qui sont régulés par le gouvernement. Et comme on faisait du sport, on s'est tourné vers ce premier produit, le titre sport et culture, quoi. Et à ce stade-là, en fait, vous étiez pas du tout concerné ou enfin vous posiez pas du tout la question de vendre ou proposer un produit ou un service aux particuliers, tu vois, monsieur et madame tout le monde qui vont jouer au tennis, Ouais. louer un terrain de squash ou n'importe. Mais on s'est posé la question au début, mais on voulait pas trop. Enfin, quand tu lances une startup, tu as toujours plein d'opportunités à gauche à droite, et on voulait pas perdre, pas s'éparpiller en gros. Et c'était déjà beaucoup de boulot, on n'était pas beaucoup. Rodolphe travaillait sur le côté. Ouais, L'autre associé de Rodolphe, qui était Lucien, travaillait aussi sur le côté, sur le responsable technique. ouais, je me Donc, souviens. il pouvait coder la plateforme que le soir. Et Ouais. donc, si on s'éparpillait, qu'on commençait à faire une offre B2C, B2B, ça allait partir dans tous les sens. Donc, on s'est dit, on fait une première année avec des clients en B2B. En fait, et en B2B, l'avantage, c'est que si tu signes un client qui a déjà pas mal d'employés, tu es déjà d'un coup plus gros. Tandis qu'en B2C, tu dois vraiment faire beaucoup de pubs avant de bien grossir. Tu dois convaincre 5000 personnes une par une. Tandis que si tu signes une entreprise qui a 5000 employés, d'un coup, tu as directement 5000 personnes qui utilisent ta plateforme, tu vois. Ouais. Donc, le fait de grossir, ça va plus vite en B2B, et de générer de l'argent aussi. Faire payer ce service-là, une entreprise est plus prête à le faire que des particuliers directement. Et c'est plus de marketing, de pub, et c'était moins dans notre culture à nous de faire du marketing comme on n'avait pas cette formation-là. Mhm. Et puis après, donc du coup, le troisième pivot ou le troisième moment, c'est venu quand? Est-ce que Ouais. ouais, explique un peu le. Ouais.
Ben, le cheminement, c'est qu'on a commencé à 3, donc Rodolphe, Lucien et moi. On a fait cette première année. Puis après, quand Moni s'est lancé, on a dû recruter. Là, il y a Alexis, le responsable technique, qui est venu prendre la place de Lucien parce que Lucien s'est retiré au final. Mhm. Comme il avait toujours son boulot sur le côté, il voulait pas le quitter. Et nous, comme on grossissait, on avait besoin d'un responsable technique qui était là à plein temps. Mhm. Et là, je crois qu'on a recruté Kevin aussi. Donc, on était 5 quand on a lancé Moniz, ou quelques mois après le lancement de Moniz. Mhm. Et en fait, après, de fil en aiguille, c'est de nouveau venu assez naturellement. Mais ça, on avait déjà l'idée stratégique depuis longtemps. C'est que comme on faisait qu'un produit en Belgique, le Belgique qui n'est pas un énorme marché, plus ce produit qui est que de 100 euros par an, on n'allait pas pouvoir continuer à grandir en faisant que ce produit-là, quoi. Ouais. Donc, on avait déjà dans l'idée, dans le développement de la plateforme, on a déjà développé la plateforme pour pouvoir accueillir d'autres types de produits qui sont le déjeuner, l'éco-chèque, le chèque cadeau, le chèque vacances, etc. Donc, en fait, c'était un peu une porte d'entrée, ce chèque sport et culture. Mais tout notre développement, nos moyens de paiement, parce que ça, je t'ai pas encore expliqué, on a développé une carte Visa, un système de remboursement ticket, etc., était orienté sur le multi-avantage, comme on dit. On faisait qu'un seul avantage pour employer, mais on a tout développé pour que notre plateforme soit prête pour accueillir plusieurs avantages. Ouais. Et en fait, comment on en est arrivé à faire du multi-avantage, c'est que Moniz est une filiale d'un grand groupe français qui s'appelle le groupe Up, qui est la filiale belge en fait, qui vend les produits, les avantages pour employés de Up en Belgique. Up qui est un grand groupe présent dans 25 pays, qui est vraiment très très grand. Et de fil en aiguille, on a été mis en contact via Moniz avec ce grand groupe français qui cherchait une solution multi-avantage sur le marché français. Et Moniz leur a dit, nous on a discuté avec eux, que voilà, allez discuter avec Execo, ils ont une plateforme qui peut bien aller pour, qui sont très digitaux, ils ont une plateforme qui peut aller pour plusieurs avantages, ils ont développé une carte Visa intelligente qui débite le bon compte, sans être trop technique. Et donc, de fil en aiguille, on a négocié pendant 1 an avec eux et on s'est fait racheter par ce grand groupe. Ouais, ouais, ok, je vois. Je sais pas si j'étais trop vite, mais Ouais, peut-être un peu, mais c'est pas grave, on reviendra un peu. il y a encore plein d'étapes entre, hein, mais c'est les grosses étapes, quoi. C'est les 3 pivots qu'on a fait. Ouais, ouais, ok, je vois. Mhm. Et ouais, si tu veux, pour parler un peu plus financier, au début, c'était sur nos propres fonds qu'on a développé ça. Ah, Rodolphe travaillait à côté pour faire rentrer les factures de l'entreprise. Et moi, au début, je me suis pas payé grand-chose. Et ouais, Lucien ne se payait pas. ouais, Euh, et après, une fois qu'on a eu quelques clients, on a généré un peu de revenus. C'est à ce moment-là qu'on a été voir des investisseurs en disant, voilà, on tient quelque chose, on a quasi signé l'accord avec Moniz, on va développer ça, etc. Et donc, il y a des investisseurs belges qui sont rentrés dans le capital et qui ouais, nous ont donné de l'argent pour pouvoir embaucher, développer le produit, etc. et pouvoir soutenir la croissance qui arrivait avec Moniz. Parce que si on restait à deux, à ouais. mi-temps, ça allait pas le faire, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et bah, par exemple, le truc, c'est pas super clair dans ma tête, hein, mais ce troisième virage là où vous passez pour une carte multi-avantage, je sais pas si on peut dire Ouais, comme ouais, ça. c'est ça, exactement. Mais du coup, il n'y a pas plein de concurrents, des monstres qui faisaient déjà ça ou parce que, Ouais. ouais, Non, pas vraiment, parce qu'en fait, le groupe Up en France, pour te dire, parce que du coup, euh, tu te combats contre des gars qui ont déjà fait les chèques repas, enfin, qui ont déjà, enfin, je sais ouais, pas. tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, comme c'est un marché sur lequel tu peux pas arriver et vendre directement les avantages pour employés, tu vas faire une demande auprès du gouvernement, comme c'est des produits qui sont fiscalement avantageux, tu vois. Ouais, ouais, ok, ouais. C'est un peu un marché qui a souvent dans chaque pays 2, 3, 4 grosses entreprises qui se partagent la part du marché et qui du coup sont pas très digitales, sont des grosses structures pas très mouvantes. Mhm. Et nous, on est arrivé là avec vraiment notre carte à jouer d'être très digital, plus innovant. Et pour te dire, le groupe Up, ils ont encore maintenant plus de 60% de leurs clients qui reçoivent des chèques papier. Donc leur titre déjeuner, ils le reçoivent encore en format papier. Ils ont des salles des machines où ils impriment leur titre, ils les envoient en cargaison sécurisée parce que ça vaut de l'argent. Ouais, c'est ça. Et les gens les dépensent et si tu perds ton chèque, tu le perds, quoi. Tandis que nous, sur notre plateforme, tu fais un clic et tu peux donner un titre déjeuner à un employé en un demi-clic, quoi. Ok, d'accord. Donc en Mais fait, en fait, ces grands groupes, ils subissent en fait l'historique depuis plus de 50 ans qu'ils sont là, Mhm. parce qu'au fil des années, ils ont peut-être racheté des startups comme ils l'ont fait, et donc sur tous leurs produits, ils ont
ils ont des langages informatiques différents. Et donc, pour pouvoir faire un multi-avantage regroupé avec le même langage qui fonctionne bien, sur lequel tu peux passer des commandes pour les différents avantages, etc., avoir une carte dans laquelle tu peux dépenser, Ouais. ça allait leur mettre plus de temps que de racheter une petite structure comme nous et de repartir à zéro pour ce produit multi-avantage, quoi, si tu veux. Et, et ça, en fait, votre produit, enfin, ce qui a été racheté par le groupe Up maintenant, hein, donc, Ouais. c'est, c'est utilisable dans d'autres pays, en fait, ou c'est peut-être une Ouais, mauvaise tout à fait. Ben là, on discute déjà avec eux, on discute avec le groupe Up pour aller proposer cette solution-là dans d'autres pays, mettre à disposition notre technologie, parce que question. la carte qu'on vend, c'est une carte Visa qui est paramétrée et le réseau Visa, il est quasi mondial, donc tu pourrais la paramétrer dans différents pays. Et la plateforme, il suffit juste de la traduire et la mettre dans d'autres pays. Après, ce qui est juste compliqué, entre guillemets, mais pas trop compliqué au final, c'est que dans chaque pays, tu as des législations différentes. Donc en Mhm. fait, en Belgique, c'est 7 euros le chèque repas par jour. En France, c'est 25 euros par jour, tu vois. Ouais. Donc ça, tu dois juste adapter tes plafonds, les endroits où ils peuvent être acceptés, etc. Mais une fois que ces règles légales sont adaptées, la plateforme peut très bien aller dans un autre pays et la carte de dépense aussi, quoi. Ok. Et donc pour un peu résumer ça, en deux mots pour quelqu'un qui est pas du tout dans le domaine, dans la technologie ou quoi que ce soit, mais euh, c'est quoi Execo aujourd'hui, quoi? Vraiment, donc qui a déjà été revendu. Là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 6 mois que ça a été revendu, un peu plus. Ouais, on a signé en novembre passé, on a lancé sur le marché français le multi-avantage en juin passé. Ok. Et maintenant, concrètement, ça fonctionne comment? C'est quoi que vous offrez en fait? Et à qui, quoi? Ouais, c'est que du B2B, donc on vend ça aux entreprises. Donc nos clients sont les entreprises. C'est eux qui nous payent et avec qui on signe un contrat. Et Et notre produit, pardon? tous les types d'entreprises. Tous les types d'entreprises, exactement, ouais, exactement. Ça peut être des marchés publics, donc des entreprises publiques, c'est des entreprises privées, des très petites, des très grandes. Donc c'est vraiment toutes les entreprises. Et ce qu'on vend en fait maintenant, il est décliné en trois, notre produit. C'est une interface pour les employeurs, pour que eux puissent passer des commandes pour leurs employés, payer des factures, voir les statistiques d'utilisation. Une application mobile pour les salariés sur lesquels eux peuvent voir leurs dépenses qu'ils ont fait personnellement, chaque employé de l'entreprise qui a signé. Ouais. Et associé à ça, une carte qui peut être physique ou virtuelle avec laquelle tu dépenses. Si toi, tu as reçu de la mobilité et du déjeuner en France, ben, elle sera acceptée uniquement dans les commerces qui sont éligibles pour la mobilité et le déjeuner en France, en fonction de l'argent que tu as reçu de ton employeur. Si tu as reçu 200 euros, tu pourras pas aller au-dessus, etc. Ouais, ok, d'accord. Et encore plus concrètement, c'est Ouais, quoi? Enfin, vous, derrière cette carte, ouais. comment, enfin, il y a quoi derrière vous, quoi? C'est un produit technologique ou un service technologique, mais ça fonctionne comment? Et là, bon, l'idée, c'est peut-être un peu de rentrer dans la structure, le fonctionnement de votre boîte, mais je veux dire, avant de rentrer un peu sur les rôles, Ouais. qui fait quoi dans votre boîte, etc., mais une boîte technologique, donc, mais enfin, ça consiste en quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte, en fait? C'est une plateforme, enfin, ça fonctionne comment, quoi? J'y connais rien. Ouais, c'est une plateforme pour les managers, donc comme j'ai dit, pour passer des commandes. Une application mobile pour les salariés pour dépenser. C'est comme une application bancaire, si tu veux, Ouais. et reliée à une carte de dépenses. Mais pour dépenser pas ton salaire, dépenser les avantages pour employés que tu as reçus en plus de ton salaire. Et ces interfaces, cette plateforme et tout ça, Ouais. comment vous les avez construits et comment vous les construisez, quoi? Bon, en deux mots, mais pour On a ouais, avoir un peu l'évolution et puis surtout de comprendre un peu maintenant, c'est quoi un peu l'architecture, enfin, comment vous y prenez pour construire ça, quoi, pour quelqu'un qui est pas développeur, qui connaît pas ça ou qui est pas dans ouais. ce monde-là, quoi. Ben, ça s'est développé petit à petit. On a d'abord développé une plateforme de sport avec Lucien qui était cofondateur. Ouais. Et puis Alexis est venu rejoindre l'équipe qui est maintenant CTO. Et là, carrément, on est une quinzaine d'employés et la moitié sont des développeurs. Donc c'est grâce à ça qu'on s'est développé cette technologie-là, cette carte, ces applications, ces interfaces. Mhm. On n'a pas sous-traité, donc on a tout fait en interne. On n'a pas des développeurs qui sont dans d'autres pays. Mhm. On a tout développé nous-mêmes. Et alors, comment ça a été développé? Ben alors ça, je pourrais te citer les langages. On utilise le langage Laravel en back et Vue.js en front. Ouais. Mais ça a été développé. Après, je connais pas exactement, comme je suis pas technique, exactement la disposition des différentes interfaces, mais on a une grande database qui permet de gérer tout ça avec une plateforme d'administration, nous, pour pouvoir tout piloter en interne, quoi. Ok. Ouais.
Et c'est quoi, enfin, je me demandais là, tout à l'heure en réfléchissant, c'est quoi enfin, selon toi, hein, tout à fait personnellement, mais enfin, c'est quoi vraiment la plus grande force d'Execo, quoi. Donc, ce qui vous a permis de le vendre au groupe Up, mais même au-delà de ça, quoi. La grande plus-value, quoi, entre guillemets, quoi. Et peut-être après aussi que tu m'expliques un peu la grande faiblesse, quoi, ou le truc Ouais. qui est le plus compliqué à gérer pour vous, quoi. Bah, la grande plus-value, moi je dirais, c'est grâce à notre équipe, le noyau dur, donc Rodolphe, Alexis et moi, on a réussi à sauter sur les bonnes opportunités et on a réussi à proposer un produit innovant qui bouleverse un peu le marché, si tu veux. Euh, donc c'est vraiment, moi je dirais ça, c'est vraiment notre produit, notre force, en gros. Parce qu'on arrive sur un marché où il y a encore beaucoup de papier, ou alors il y a d'autres types de cartes, mais qui sont pas sur le réseau Visa et donc qui sont limités dans le Ouais. type de dépense. Et donc c'est sur cette innovation-là, cette modernité-là qu'on arrive à se faire une place sur ce marché qui est un peu vieillot, qu'on se le dise, quoi. Mais en termes de, enfin, juste pour aller un peu plus loin, mais en termes de compétences, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière ce produit, quoi? Je veux dire, c'est quoi, parce que l'innovation, en plus, c'est un grand mot, mais je veux dire, Ouais. ça tient à quoi, quoi? À la limite, même dans vos personnalités, à vous trois, quoi, ou aux fondateurs, quoi. Ouais, moi je dirais que c'est clairement la complémentarité de nous trois. Mm. Parce que Rodolphe est très créatif, très stratégique. Il a une bonne vision de comment garder une bonne relation avec le groupe Up. C'est lui qui a fait quand même la plupart des discussions avec Moniz au début, avec le groupe Up après. Donc il a un très bon sens relationnel et il arrive à bien fédérer autour toute l'équipe parce que tout le monde l'aime bien. Et à Mm. côté de ça, il y a Alexis et moi qui sont quand même deux personnes plus structurées, qui faisons en sorte que tout fonctionne derrière, quoi. Et donc ça, Alexis côté technique, moi côté business, si on peut dire ça comme ça. Et donc ce mariage-là des trois fait que on est innovant parce qu'on a des idées dans tous les sens, parce que Rodolphe est très créatif et même Alexis et moi, de par le fait qu'on soit sur le marché depuis longtemps, maintenant on a une bonne vision du truc. Et à côté de ça, on s'est délivré de manière assez rigoureuse et proactive et dans les timings à des grands groupes comme Moniz, le groupe Up, etc. Dans les bons timings parce qu'on a cette rigueur-là Ouais. et su mettre en place une bonne structure opérationnelle, si tu veux. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Je dirais. Ouais. Ouais, donc ça, Au ouais, final, c'est pas, moi, je crois que dans chaque entreprise, et ça vient souvent du fondateur, il y a une culture forte qui ressort d'une entreprise. ouais. Il y a des boîtes qui sont plutôt marketing. On voit, il y a un concurrent à nous en France qui s'appelle Swile et le fondateur vient du monde du marketing. Et donc, eux, ils font beaucoup de com. On les voit partout. Donc ça, c'est vraiment leur force, leur culture. Nous, parce que Alexis a vraiment bien développé le produit, Rodolphe est très intéressé par la technologie, etc. On est vraiment plutôt une boîte à une culture produit, donc une culture innovante côté produit, si tu veux, pour développer ça de manière digitale et moderne, ce produit. Donc, on est vraiment une boîte tech au final, produit. Ouais. Et puis, il y a encore d'autres entreprises comme Moniz où ils ont plus une culture commerciale, où tu vois que là, ils ont une grosse équipe commerciale et leur force, c'est de vendre le produit. Même si le produit est un peu moins bien, ils vont bien le vendre, quoi, si tu veux. Et Ah nous, ouais. en fait, on a su continuer à garder cette force côté produit, développer un bon produit et faire vendre notre produit par Moniz et par le groupe Up parce qu'on n'avait pas cette culture en nous. Donc, si tu veux, eux font le marketing et la vente Mhm. parce que on a gardé, nous, cette culture produit et c'est vraiment notre force. Et les autres cultures qu'on avait moins, donc le marketing, le commercial, on a su le déléguer, entre guillemets, à d'autres partenaires, quoi. Mhm. Ouais, ok, ok, ok. Je vois. Et on a su marcher, bien faire fonctionner le truc grâce à ça, quoi. Mhm. Si on avait dû se lancer sur le marché français pour faire du multi-avantage en France, on aurait dû embaucher une armée de commerciaux là-bas. Et donc, du coup, notre culture d'entreprise aurait dû vraiment se tourner vers le commercial et ça aurait été notre principal focus toute la journée. Ouais. Et là, on a réussi à faire vendre notre produit par d'autres et donc, on doit moins se concentrer là-dessus. Et ça, c'était conscient dans vos têtes à vous trois, ou pas trop, que de vos forces et vos faiblesses, ou c'est un truc que maintenant vous prenez conscience, maintenant que c'est quasi vendu, ou enfin, Ouais, en fait, au tout début d'office, on n'en avait pas conscience, mais en fait, là, quand tu recrutes des personnes, tu t'associes avec Moniz, etc., au final, tu prends un peu de recul et on se l'est déjà dit avec Alexis Rodolphe et tu te dis, mais en fait, notre force, c'est ça, c'est d'être là, d'avoir un bon produit.
et pas la vente et pas le marketing, même si on sait le faire aussi, mais c'est pas notre principale culture d'entreprise. Et ouais, on se l'est dit, je crois pas au tout début, mais après on en a vite pris conscience. Une fois que tu es dedans, tu comprends un peu bien comment se structure l'entreprise en fonction des recrutements que tu fais, de la force et des faiblesses de chacun dans l'entreprise, quoi. Ouais, donc en gros, tu te rends compte de par le fait d'être racheté ou au contact de grosses entreprises ou même de Ouais, concurrents, de ta spécificité, quoi. Donc de ta force, mais aussi de tes faiblesses et de leur force vis-à-vis de vos faiblesses. Ouais, ouais. ouais. Et pour moi, quand tu es petit, il vaut mieux pas essayer de tout faire. Il vaut mieux mettre un focus sur ta propre force. Et Ouais, donc c'est ce qu'on a fait. On a réussi à le faire vendre par d'autres. ouais. Et tu le vois même dans les grosses entreprises. Apple, par exemple, leur force de base et qui reste, c'est qu'ils sont très innovants sur le produit aussi. À chaque fois, ils sortent un produit avec le meilleur design, avec la meilleure fluidité, etc. Bon, ils ont su le vendre aussi. Ils ont un marketing de fou aussi maintenant. Ils avaient peut-être, eux, côté produit et marketing via Steve Jobs. Mais après, de base, tu sens encore leur culture initiale qui transpire dans leur marque de boîte, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, ils savent tout faire parce qu'ils ont beaucoup d'employés et ils ont la force pour faire ça. Mais une petite entreprise, je crois que c'est intéressant d'identifier vite ce sur quoi tu es meilleur, ce sur quoi tu peux faire une plus-value, quoi, si tu veux. Ouais, ouais, je vois. Et je me demandais là quand t'expliquais, mais bon, ça devient un peu plus philosophique, mais au-delà même de la culture, donc Ouais, produit ou innovation, marketing ou vente, ouais. Encore au-delà de ça, en prenant encore plus de recul, euh, bon, c'est Simon Sinek, là on avait déjà parlé, ouais, le why, donc le pourquoi de l'entreprise, mais aussi il y a aussi un pourquoi pour chacun. Hein. En ouais, gros, la raison d'être, quoi, la raison de vie, vraiment le sens le plus profond, quoi, qui est en filigrane de tout. Et c'est quoi, en gros, qui restera comme trace dans le monde après la revente d'Execo, après que vous ne travaillez plus dedans, etc. Quoi. Tu vois, donc en gros, là, un ouais, peu le principe fondamental, quoi. Pas la grande philosophie, mais vraiment le corps, un peu comme, je sais pas si tu devais en faire une citation, ouais, et que Rodolphe, toi et Alexis, vous devriez, je sais pas, écrire un petit manuel pour les futurs start-upers dans 300 ans, etc. Tu vois. ouais. En un principe, quoi. Ce serait quoi un peu tu vois, votre marque dans le monde, quoi, en fait, ou le truc, le levier sur lequel vous appuyez pour votre croyance, quoi, en gros. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, on se l'est déjà dit plein de fois qu'on devrait faire un atelier où on devrait réfléchir à ça. Ouais, Mais comme ça a toujours été la course, on l'a pas encore fait. ouais. Mais maintenant qu'on aura un peu plus de temps, peut-être qu'on le fera. Donc c'est pas évident, on n'arrive pas. C'est plus au final pour l'instant nos trois personnalités qui dégoulinent sur les autres, qui font que la boîte tourne comme ça, si tu veux. Mais on n'a pas mis sur papier encore exactement une grande croyance et que tous les employés d'Execo pourraient ressortir et la connaissent, quoi, si tu veux. Ouais, mais c'est en lien intrinsèque avec la personnalité et même l'identité des fondateurs ou des employés. Hein. Et Ouais, ouais, c'est ce que Simon Sinek il dit, c'est qu'une boîte qui marche, ou ça marche aussi pour les personnes physiques, mais enfin les personnes seules, les entrepreneurs. Chacun a son propre why et une entreprise c'est juste la réunion ouais, ouais, tout à fait. qui forme une sorte de grand why, quoi, de grand pourquoi ou de grande raison de vie. Quoi. Mais ce pourquoi on développe le produit, c'est pour, en gros, mais c'est plutôt la mission, c'est pas vraiment la vision, c'est Ouais, améliorer la vie des salariés qui puissent dépenser facilement, augmenter leur pouvoir d'achat grâce à nous. ouais, mais ça c'est vrai que c'est encore un comment faire, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que, enfin moi j'avais fait l'exercice pour moi et c'est marrant ce que vous avez fait en ligne avec le podcast, ce que je t'expliquais juste avant. Ouais, Bon, après, ce sont des mots, hein, et les mots changent, et puis ton why ou ta raison de vivre, apparemment, selon Simon Sinek, mais, bon, moi, ça fait assez sens pour moi, peut changer en fonction du temps ou des pivots que tu fais ou des changements dans ta vie, de ouais, boulot, c'est sûr. etc. Mais en fait, il reste toujours, c'est juste qu'il s'exprime sous de différentes manières, avec différents mots, etc., quoi. Et moi, c'est marrant parce que moi, en fait, j'ai fait cet exercice avant même de me lancer dans le podcast, tout ça. Ouais, Et j'étais tombé sur le mot, tu vois, voir les choses différemment. Et au final, j'avais rebondi, encore trouvé d'autres termes. Et sur l'ouverture d'esprit. En anglais, open-mindedness, mais bon, ouais, en français, puisque l'exercice, c'est en anglais. Et, et c'est tout à fait ça, quoi. Comme je t'expliquais avant avant l'enregistrement, là, avant l'épisode,
C'est le but du podcast. Et c'est intéressant parce que, enfin, moi, évidemment, je prêche un peu pour ma chapelle, psychologie, coaching, moi, tout ça, ça m'intéresse hyper fort. Mais, mais c'est intéressant parce que c'est un truc qui est quand même assez personnel. Et même personnel, pas individuel, hein, parce que ça peut être personnel pour une entreprise ou un groupe de gens. Ouais. Qui reste, même si ça change de forme pendant sa vie, ça reste en filigrane de tout, quoi. Et même Ouais. de sa vie personnelle et tout ça. Enfin bon, soit c'est un peu ça l'idée, mais ouais, c'est intéressant. C'est vrai Mais que ça. on devrait le faire. On s'est déjà dit plein de fois avec Alexis Rodolphe on devrait le faire. Mais on l'a pas encore fait. Et je suis curieux de voir ce qu'il dirait et où on arriverait. Je pourrais te le dire quand on l'aura fait. C'est pas compliqué et tu peux le voir même sur le site de Simon Sinek. Il y a une partie pour personnes individuelles, quoi, enfin pour Ouais. le seul, et une partie pour entreprise. Et ça coûte pas si cher que ça. Je crois que c'est 200-250 euros, mais c'est quand même un truc très sérieux avec des vidéos, Ouais. process. Et, c'est bien fait. Et au bout de ça, ben, tu as quand même une bonne formulation de ton truc. Ouais. Ouais, j'ai justement acheté son livre là que j'ai pas encore commencé. Ouais. Ouais, ok. Attends, j'allume vite la lumière là parce que je vois plus rien. Enfin, Ouais, on voit plus. vas-y, t'inquiète. Voilà. Et en fait, maintenant, justement, ça va faire une bonne transition par rapport au why et à ce qu'on vient de discuter, mais ben, je voulais un peu plus comprendre aussi ton propre rôle, quoi. Et puis Ouais. après, ta plus-value ou ta force, aussi les choses que tu voudrais améliorer ben dans Execo, puisque c'est un peu plus ou moins ta seule grande expérience professionnelle. Ouais. Mais peut-être d'abord pour être bien concret, enfin partir du concret, c'est quoi ton rôle, quoi, et comment il a évolué peut-être pendant ces 3 phases. Ouais. Ben, au début, c'était la débrouille. J'avais pas de titre spécifique. Fallait essayer de convaincre des clients. Fallait Ouais. reporter les bugs de la plateforme. Fallait réfléchir à ce qu'on allait faire après. Il fallait répondre aux questions des clients qui étaient pas contents. Donc c'était vraiment la débrouille où je faisais tout, parce qu'il y avait quand même pas mal de jours où même Rodolphe travaillait chez WooClap. Et donc c'était moi qui étais là seul au final, parce que le Lucien qui développait la partie technique était aussi au boulot. Ça a été pendant quelques mois. Et après, on a vite recruté côté technique. Donc côté business, on restait juste Rodolphe et moi. Et donc là, j'ai vraiment endossé toutes les casquettes, commercial, marketing, support client, responsable de toutes les opérations, même payer les factures, faire des entretiens d'embauche avec les nouveaux qui arrivent, discuter avec Moniz pour le gros partenariat, discuter avec le groupe Up pour le gros partenariat, faire des réunions un peu stratégiques avec Rodolphe. Donc vraiment, au début, c'était tout. Et en fait, au fur et à mesure maintenant qu'on grandit, on embauche des gens pour m'enlever des tâches, si tu veux. Mm-hmm. Donc là, on a embauché quelqu'un pour la partie RH. Ben, du coup, je fais encore des entretiens d'embauche, mais elle s'en occupe un peu plus, quoi. Mais à toi uniquement ou à Rodolphe et Alexis aussi, j'imagine? Non, à Tout le Rodolphe et Alexis aussi. Ouais. monde. Au début, Alexis codait et développait toute la plateforme lui. Et Ouais. maintenant, il touche plus au code et il répartit juste entre les différents développeurs, quoi, si tu veux. Ouais. Donc, il est passé dans un rôle de management. Et c'est la même chose pour moi côté business. Mm-hmm. Au début, je répondais aux clients. Maintenant, on a des personnes qui peuvent répondre aux clients. S'il y a vraiment des problèmes très problématiques, ben là, j'entre en jeu et je leur explique pourquoi, ou c'est moi qui réponds au client qui prend le relais, quoi, si tu veux. Ouais. Partie commerciale, même chose. Maintenant, il y a un responsable commercial qui assiste tous les commerciaux du groupe Up qui vendent pour nous, qui leur fait des formations, etc. Mais au début, c'était moi qui devais mettre ça en place. Marketing, même chose. Et donc, au final, maintenant, j'ai plutôt pris de la hauteur pour faire en final, être sûr que tout avance dans la même direction, à la même vitesse, tous les différents pôles de l'entreprise, être quand même le garant d'une certaine structure, que tout le monde soit motivé, etc. Donc, un rôle management que j'aime bien. Et les sujets très épineux, ça, on les garde, Rodolphe, Alexis ou moi. On fait des appels plus stratégiques avec le groupe Up, etc., quoi. Et comme quoi, par exemple? Enfin, je veux dire, ouais, comme quoi, comme sujet épineux, et puis après, peut-être tu peux nous dire un peu je sais pas, une journée type, quoi. Là, tu m'as dit, Ouais. tu avais 3 Par réunions. exemple, tous les mois, on a un copil, on appelle ça donc une réunion copilote pour le produit en France qu'on vend avec le groupe Up. Et donc, il y a tous les responsables du groupe Up qui sont là et nous, on doit présenter les chiffres du mois, discuter des prochaines avancées. Et donc, ça, c'est un sujet plus stratégique. C'est pas notre responsable commercial qui fait ça, mais c'est plutôt Rodolphe qui le fait ou moi pour discuter de ça avec les personnes concernées, quoi. Par exemple, aujourd'hui, là, on réfléchit, comme je t'avais dit, à lancer une nouvelle fonctionnalité
qui s'appellerait Mes bons plans pour avoir des promotions. Mais avant que les développeurs la développent, il faut identifier les besoins, voir avec quels partenaires on s'associerait, faire un peu une étude de marché, contacter ses partenaires. Mais avant de lancer le sujet dans l'opérationnel, c'est moi qui lance ça et qui a appelé le responsable du groupe up, des partenariats, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui réfléchit un peu à la stratégie pour ce mini projet-là, quoi, si tu veux. Ouais. Donc ça, c'est plutôt des réunions un peu plus stratégiques avec un peu plus de hauteur, même si, comme on est encore une petite équipe, je reste la main dans le cambouis et je continue à répondre aussi aux clients parfois. Je fais encore des démos du produit commercial parfois si notre responsable commercial n'est pas là. Je revois des affiches marketing qu'on a fait pour être sûr qu'il n'y ait pas une faute d'orthographe dessus, tu vois. Donc, ça reste un peu de tout, quoi. Ouais, donc ça peut être des tâches super concrètes, même un peu chiantes, ou enfin, je veux dire, Ah ouais, à fond, à lentes, fond. comme des tâches plus stratégiques, plus à long terme, ou Ouais. alors plus sensibles avec le groupe Up, ou ouais. On reste quand même une petite structure, donc on doit quand même tous faire encore un peu de tout, surtout ceux qui sont dans le rôle de management. Rodolphe fait parfois des choses chiantes, moi parfois aussi. Parfois, je paye encore des factures, alors que maintenant, il y a une comptable, mais peut-être qu'elle n'est pas là ou elle n'a pas l'accès à la banque, etc. Mais petit à petit que les gens sont arrivés dans l'entreprise, j'ai pu déléguer et faire un peu plus des sujets, avoir plus de temps pour des sujets un peu plus stratégiques avec plus de grande valeur ajoutée, entre guillemets, quoi. Et tu préfères ça, je veux dire, avoir plus de hauteur, ou tu as quand même besoin de garder un peu les mains dans le moteur? Ouais, je suis un peu comme Alexis. Alexis, là, du coup, il code plus. Ouais, c'est ça. Donc ça lui manque un peu. Il fait que de la gestion de projet au final et il gère qui fait quoi de tous les développeurs, etc. Et il s'assure que tout avance dans le bon sens. Et au final, moi aussi de plus en plus. Et moi, j'aime quand même bien être au plus près du produit, au plus près du marché pour continuer à avoir, parce que si tu es trop loin de ça, tu n'as plus l'aspect concret qui permet d'avoir les bonnes idées pour, quoi, tu vois. Ouais. Donc moi, j'aime bien garder les deux et quand même encore répondre à des clients de manière assez brute directement sur le chat en ligne parce que c'est toujours intéressant de voir pourquoi le client s'est plaint. Je vais le remonter à l'équipe technique pour dire on devrait peut-être améliorer ça, tu vois. Et parce qu'au plus tu t'en écartes, au plus tu es dans le management, au moins tu comprends comment tout fonctionne, quoi, parce que ça bouge tellement vite. Ouais, mais alors comment tu fais quand tu es obligé d'être en croissance, là, comme vous êtes? Ouais. Si toi tu veux Mais rester. il faudra. C'est juste que j'ai eu tellement l'habitude d'être là maintenant, c'est dur de. Et aussi, ce qui est dur, c'est de déléguer à d'autres personnes. Tu dois laisser d'autres personnes répondre à des clients. Peut-être qu'ils vont faire une faute d'orthographe ou pas le formuler comme toi. Et tu dois accepter qu'il y a des erreurs. Et ça, Rodolphe a dû l'accepter. Moi, j'ai dû l'accepter. Alexis aussi. Peut-être qu'il coderait mieux que tous les développeurs qu'il a en dessous de lui. Mais il peut pas tout faire. Il peut pas commencer à travailler plus de 24 heures par jour. C'est impossible. Et ça pour toi c'est dur ou pas? Enfin, c'est des trucs que j'ai déjà entendus, hein, mais j'y connais vraiment Ouais, rien. ouais. On dit qu'il y a des managers qui font du micromanagement, qui en gros qui sont hyper chiants sur le dos de tout le monde Ouais. et qui vérifient la moindre faute d'orthographe. Et puis il y en a d'autres qui laissent complètement indépendants. Puis il y en a qui passent de l'un à l'autre. Enfin, toi, tu te positionnes un peu comment par rapport à ça? Bah, comme toujours, je suis toujours un peu entre les deux, moi. Je responsabilise quand même beaucoup. Je préfère que les gens y aillent et se trompent. Et ça, on a toujours été comme ça avec Rodolphe aussi. Il y a même des stagiaires qui travaillent chez nous. On leur donne des rôles très importants parce qu'on voit qu'ils sont bons. Et du coup, parfois, ils font une petite erreur. Tant pis. Et on a toujours cette idée de, bah, tant pis, on a fait une erreur, on trouvera une solution. On s'est toujours débrouillé de par cette culture-là qu'on a depuis le début. C'était tellement la débrouille au début, on a fait tellement d'erreurs que ça nous fait plus trop peur. Même si moi, mon profil est quand même un peu moins que celui de Rodolphe. Rodolphe est plutôt fonceur. Ouais. Moi, ouais, je préfère responsabiliser quelqu'un et qu'il fasse une erreur, qu'il apprenne lui-même et que par après, il sera bon, plutôt que de commencer à être sur son dos tout le temps. Il prend pas d'initiative et du coup, il reste toujours au même endroit et je vais devoir lui expliquer à chaque fois toujours la même chose, quoi. Ouais, mais concrètement, au jour le jour, t'as pas du mal à, parce que c'est aussi votre petit bébé, quoi. En gros, Ouais, ouais. même émotionnellement, à faire quelque chose que tu avais l'habitude de faire et un peu d'une façon maniaque ou Ouais, ouais, c'est clair. obsessionnelle. Mais ouais, ça dépend des sujets, mais j'y arrive plutôt bien. Je me souviens plus au tout début, mais c'est plutôt récent qu'on a engagé pas mal côté business et donc c'est encore frais, mais ça dépend en fait de qui t'engage. Tu sens vite en fait que tu as envie de donner des responsabilités à la personne qui vient d'arriver parce que tu sais qu'elle a l'air responsable, réglo, etc. Et t'en as d'autres où tu as un peu plus de doutes et donc tu mets un peu plus de temps à lâcher prise, quoi, tu vois. Et Donc moi, qu'est-ce c'est que vraiment plutôt en fonction des profils plutôt qu'en fonction de mon profil à moi. Je sais faire les deux, quoi, si tu veux. ouais, je vois tout à fait.
Et qu'est-ce que justement ces nouvelles recrues que vous avez embauchées là récemment, côté business, donc Ouais, de ton côté, ouais, quoi. ouais. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent de toi? Qu'est-ce qu'elles pensent de toi, quoi? Et de ton rôle justement de manager, délégué, etc. Mais ouais, on a justement des réunions, des briefings un peu chaque année. Ouais. C'est pour parler de leur boulot et de la relation et de voir comment on travaille ensemble. Mhm. Et moi, les retours que j'ai, bon après, est-ce qu'ils disent la vérité ou pas, c'est qu'ils adorent travailler avec moi parce que, en gros, je suis un peu la personne référente de tout le monde dans l'entreprise. Comme Rodolphe est un peu moins là, il est souvent à Paris pour voir le groupe up. C'est plus un électron libre créatif. Côté business, en tout cas, je suis un peu celui qui a le plus de connaissances au final, comme je suis là depuis le début, tu vois. C'est la maman de l'entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu en mode ciment, quoi, si tu veux. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'ils ont une interrogation, j'ai l'impression qu'ils osent me le dire. Mhm. J'ai été d'ailleurs là, on devait nommer, comme on grandit, un responsable de l'entreprise, un représentant des employés. Et Ouais. donc, logiquement, ils m'ont nommé moi parce que je suis là depuis plus longtemps. Ouais. Et donc, ça fait que même les développeurs, j'ai noué une bonne relation avec eux. Et j'arrive, je pense, à avoir une bonne relation avec eux, qu'ils aient confiance parce que ils voient que je mette la main dans le cambouis encore. Mhm. Et ils voient que je sais ce que c'est d'avoir eu des tâches opérationnelles depuis le début et je suis pas le manager qui arrive de l'externe, tu vois. Mhm. J'ai été promu parce que je suis là depuis longtemps et j'ai fait mes preuves, tu vois. Si t'embauches un consultant qui arrive et qui dit, oh, vous devez faire ça comme ça, comme ça, comme ça, ce sera moins bien perçu, logiquement. Et là, j'ai acquéri, en fait, cette légitimité au fur et à mesure et j'ai vu l'évolution et on a embauché petit à petit une personne puis une personne. Et et comme j'ai un bon sens relationnel, je m'entends bien avec tout le monde. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont confiance et ils jugent que je les manage assez bien, même si ils sont assez libres. Et la hiérarchie est très plate, hein, on les manage pas non plus. On est plutôt là pour les aiguiller et leur dire plutôt comment faire Mhm. sur certains petits trucs, mais après ils sont plutôt là à prendre des initiatives. La hiérarchie est très très plate, quoi. Justement, j'ai une question sur la hiérarchie, mais je me demandais avant ça, t'es plutôt disponible? Pas du tout? Tout à fait? Trop? Et donc, du coup, parfois, tu dois un peu mettre des œillères et leur dire, Trop, ouais, trop, clairement trop. ouais, c'est ça. Donc du coup, je peux moins avancer sur des sujets un peu plus long terme et donc je garde la tête dedans. Bon, après, on a toujours été un peu dans un mode rush parce que le lancement avec Money, ça demandait beaucoup. Puis après, on a directement enchaîné avec le lancement avec le groupe up qui demande plein de trucs à faire. Et là, maintenant, on est en phase de croissance avec le groupe up. Mais je suis clairement trop réactif presque parfois. Et donc, ils peuvent me poser une question quand ils veulent, quoi, si tu veux. Et donc, du coup, parfois, ça les responsabilise un peu moins parce qu'ils savent que je suis là à les aider à n'importe quel moment, au lieu de trouver la solution par eux-mêmes, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un juste milieu à trouver qui est pas évident. Parce qu'il faut les faire avancer en répondant à leurs questions et en les aidant, mais il faut aussi qu'ils cherchent par eux-mêmes et qu'ils comprennent la logique derrière sans devoir demander à chaque fois. Et c'est arrivé récemment, ou même plus, il y a plus longtemps, mais tu dois prendre parfois des décisions difficiles, euh, en virer certains, même pas forcément, les engueuler, les briefer, ou d'autres choses, mais tu vois, un truc Ouais, qui sort un ouais, peu ouais, sympa, ciment, ouais, que ouais, je tout à fait. te demande, quoi. Ben, en recadrer clairement quand même, mais je le fais toujours d'une manière assez sympa. Je suis pas là, on n'est pas là non plus à l'école à leur dire t'as très mal fait ça, tu peux Ouais. plus toucher à ça pendant 10 jours. C'est plutôt leur expliquer ben là t'as fait une erreur et souvent donner un maximum de contexte, surtout aux développeurs. Donc parfois ils développent quelque chose qui n'est pas bon au final, ben on leur explique ben regarde là en fait ce qui s'est passé, le client il a pas pu passer sa commande, pourquoi? Qu'est-ce que ça implique chez un client qui ne commande pas? Ben, c'est que ça implique que ses employés reçoivent pas leur titre déjeuner en début du mois. Est-ce que toi, tu serais content si tu reçois pas tes titres déjeuner en début du mois? Non. Et alors là, tu lui donnes du contexte et donc il comprend en fait qu'il doit être plus rigoureux la prochaine fois, quoi, tu vois. Mais c'est pas du tout en mode reproche, c'est plutôt pour s'améliorer à chaque fois. Donc c'est plutôt comme ça qu'on voit le truc. Et après des décisions difficiles, on a licencié quand même quelques personnes parce qu'on a fait des mauvais recrutements et elles n'étaient pas en phase avec comment on voulait développer le truc. Et ça, c'est toujours un peu difficile, surtout si tu aimes bien la personne. Mais ça s'est toujours bien passé. On l'a toujours expliqué de manière assez humaine et ils ont compris. C'est jamais parti au clash où ils n'ont pas du tout compris pourquoi on faisait ça. C'était toujours assez sensé les décisions qu'on a prises. Et donc ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Ouais, je vois. C'est pas facile. Ça va pas être facile. Mais il y a de la pression dans les bureaux et tout ça, parfois un peu, maintenant que vous êtes plus nombreux, Ouais, ou? quand même.
enfin, la pression, Tu vois un comme peu on de prend la partie commerciale chez nous, on n'a pas la pression de vente, tu vois, parce que souvent les boîtes qui doivent vendre, qui ont la pression de vente, qui disent on doit faire notre chiffre sur le mois, tu vois, si on vend pas, il y a une sonne qui cloche, il y a une cloche qui sonne dès qu'il y a un client qui est signé, tu vois. Et donc ça rajoute souvent de la pression dans les boîtes qui doivent vendre, et donc nous on a un peu enlevé cette pression parce que toute la vente est chez Moniz et chez le groupe Up, tu vois. Donc cette pression là est un peu enlevée, mais après on a la pression du produit que s'il y a un gros bug sur l'application, les clients sont pas contents, et alors là on a déjà eu quelques coups de chaud où il y a des clients qui vont se plaindre auprès du groupe Up, alors le groupe Up dit qu'est-ce qui s'est passé, et on sent qu'ils commencent à perdre confiance dans le produit, tu vois, et donc ça peut vite s'escalader, quoi. Ouais. Et là ce que Rodolphe est assez bon là-dedans, c'est que dès que ça part un peu dans tous les sens avec un client ou avec Moniz ou avec un partenaire comme le groupe Up, au lieu d'envoyer des mails pour que ce soit mal interprété, au lieu que ce soit par écrit, il appelle toujours. Et là-dedans, il est très bon pour comprendre pourquoi et trouver des solutions, quoi. Donc ça, Rodolphe a éteint pas mal d'incendies, surtout au début. Maintenant, on est un peu plus sur des tracks, donc il y a un peu moins de gros incendies à éteindre, mais il est assez bon pour ça, et il insuffle un peu ce mindset-là à toute la boîte. Mhm. Mais clairement, il y a la pression. Maintenant, là, au mois de juin, il y a des entreprises de plus de 1000 salariés qui vont s'onboarder sur notre plateforme. Si par exemple, ils n'arrivent pas à se connecter parce qu'il y a un bug ou leur mot de passe pas, nous au support, on va avoir 1000 questions, si pas plus, et ça peut vite partir dans tous les sens, quoi. Et il y a déjà, en préparant l'interview, je me disais, j'avais noté ça un peu comme question. Il y a un gros raté ou une anecdote un peu cocasse, ou tu vois, enfin un peu folle Ouais. que vous avez eu, même il y a un petit temps, hein, mais t'as pas une anecdote un peu marrante pour un peu pour conclure, et après Ouais. on peut arrêter. Ben, il y a déjà eu des ratés dans le recrutement, logiquement, mais ça, c'est parce qu'on n'avait pas d'équipe RH et on sentait bien la personne, mais au final, la personne s'est révélée ne pas être comme on pensait. Et donc ça, on l'a vu que par après. Donc ça, il y a Ouais. toujours des petits ratés comme ça. Mais Non, mais je veux dire une grosse gaffe, quoi, une grosse bourde, ou un truc où à la limite où je vous visualise comme ça, vous êtes tout rouge, vous êtes derrière ouais, votre ouais, bureau, et putain, là on a 1000 personnes de l'entreprise Intel qui sont dans la merde, ou ouais. Mais quand on a lancé le truc avec Moniz, ouais, on avait un accord avec je vais peut-être pas les citer, mais une très grande chaîne de fitness, si tu veux. Et donc ouais, Moniz était intéressé par ça, c'était une de nos forces, de nos pouvoirs de négociation auprès d'eux, en disant bon, on a un accord avec cette grande chaîne de fitness, tu vois. mhm, Et donc du coup Moniz était intéressé de travailler avec nous parce qu'on avait un accord avec cette chaîne de fitness. Ce qui mhm, s'est révélé au final un accord qui n'était pas hyper intégré avec eux. On devait leur envoyer un fichier Excel un peu à la main. Et donc au final, c'était pas un vrai accord. On avait juste eu un go d'un commercial chez eux pour travailler avec eux. Enfin bref. mhm, Et pendant le Covid, il s'est avéré que cette grande chaîne de fitness nous a appelé et a dit au final, on veut plus travailler avec vous parce que on veut pas être mis sur votre plateforme à côté d'autres centres de fitness. On veut l'exclusivité. Et nous, on voulait pas avoir que eux sur notre plateforme. Et donc, du coup, on a eu un coup de chaud parce qu'on a dû dire ça à Moniz, qu'on était en pleine négociation avec eux. Et c'était un des gros arguments pour signer le deal avec eux, qu'on ait cet accord, quoi, si tu veux. Donc là, mhm. on a dû commencer à bricoler et donc leur expliquer pourquoi. Euh, Pas en mentant parce qu'on n'a jamais menti, mais en enjolivant un peu, en disant, ben voilà, on a déjà des pré-accords avec d'autres chaînes de fitness, donc ça va aller, en les rassurant, etc. Mais là, c'était clairement en Covid, tout le monde en télétravail, on pouvait pas aller les voir de visuel, qui est toujours mieux. Euh, il y a cette chaîne de finesse qui nous a annoncé ça. On était au téléphone avec Rodolphe et on s'est dit, ah putain, merde, si ça foire avec Moniz, on n'a plus assez de revenus et nos investisseurs vont nous lâcher et ça va être chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était quand même quasi le plus gros coup de chaud qu'on a eu, je Et pense. c'était quand ça? C'était avant de lancer avec Moniz, donc on a lancé en 2018 et avec Moniz, on a lancé en 2020, donc c'était, je crois, début 2020 ou ouais, pendant le Covid, début du Covid. Ouais, donc ça, c'était chaud parce que tu sens que c'est un moment, soit ça part bien avec Moniz, tu signes avec Moniz et là, tu sens que l'entreprise peut partir. Ouais. Soit t'as pas Moniz, tu dois repartir à zéro, sans Moniz, aller convaincre des clients et repartir à zéro. T'as pas d'accord avec eux, t'as un peu freiné ton business pendant 6 mois pour discuter avec eux. Et puis au final, ça se fait pas, t'as un peu perdu 6 mois, entre guillemets, tu vois. Donc Et si ça se faisait pas, c'était chaud, quoi. c'était chaud pendant combien de temps? Enfin, je veux dire, c'était tendu dans votre tête, chez vous, là, entre Rodolphe, toi, Alexis et les autres. Mais c'est ça qu'il est assez bon, Alexis, Rodolphe, c'est que
au lieu de tourner autour du pot, essayer de faire un beau mail à Moniz pour leur expliquer, tu vois, essayer de pas s'en sortir, il a direct appelé le responsable Moniz et il a été hyper franc avec lui, il a expliqué ça et il lui a en amenant aussi des solutions pour voir comment est-ce qu'on voyait le truc pour pas qu'il s'inquiète et ça a assez rapidement éteint l'incendie quoi. Donc ouais, donc pour ça il est assez bon. Franchement, il est assez créatif dans sa manière d'amener le truc. Il prend la personne dans le bon sens. Il dit je comprends que tu sois fâché pour ça, mais moi je te dis qu'on doit travailler ensemble pour ça, et telle raison. On va faire un truc de fou ensemble. Il a bien réussi à tourner le truc auprès de Moniz. Ouais, inspirant, ça. Ouais. Ouais. Au lieu de moi, peut-être que à cette époque-là, j'étais plus jeune, j'aurais peut-être envoyé un mail à Moniz en disant, ben voilà, on a perdu cet accord-là, mais on compte faire ça, par écrit. Et donc là, derrière leur ordi, peut-être qu'eux, ils auront dit, ouais, ok. Même si son mail est bien écrit, Ouais, c'est un bordel de. arrive toujours à donner plus de contexte par oral, en appelant la personne. Il sent vraiment que Rodolphe est impliqué s'il l'appelle, tu vois. Et moi, par timidité ou j'aurais peut-être dit, ou par facilité, j'aurais peut-être envoyé le mail à la place et j'aurais laissé passer le truc et recontacté Moniz les 2-3 semaines plus tard. Mais il laisse jamais grossir un problème, en fait, sans en parler, tu vois. Donc, dès qu'il sent que c'est chaud avec un client ou avec Moniz ou avec quelqu'un d'autre, il appelle et il en discute et vite, ça dégonfle le truc, quoi. Parce que par écrit, il y a souvent des interprétations. Ouais, je vois. Pas mal. Mais à part ça, on n'a pas eu non plus 10 000 gros coups de chaud. Bon, il y a toujours des petits coups de stress, mais on n'était pas au bord du gouffre à un moment non plus. Bon, si on n'avait pas eu cet accord avec Moniz, là, ça aurait été plus chaud. On aurait dû continuer en solo et ça aurait grandi beaucoup moins vite et petit à petit, quoi. Je sais pas où on en serait, mais. Ouais, ouais, nickel. Bon, ben top. Mais on va s'arrêter là, hein, comme tu dois y Ouais. aller. On m'a dit que Mais si tu vois une autre partie à faire que tu peux scinder, on peut Ouais, ouais, refaire une heure aussi ou 3 quarts d'heure. bah, j'y pensais en fait, là, je pensais là, juste sur la fin, là, quand tu m'expliquais sur Rodolphe et tout ça. Ouais. Ouais, on Euh, peut rentrer plus dans la personnalité des équipes, comment on a géré l'équipe, comment on a agencé l'équipe. ouais, exactement. Et même, ouais, le processus de recrutement, comme tu dis, l'agencement Ouais. de l'équipe, etc. Même ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre un peu si c'est très séparé, la partie technique, la partie business. Ouais. Tu m'as parlé aussi d'une hiérarchie très plate, évidemment, ça m'intéresse. Ouais. Et même d'aller encore un pas plus loin, on pourrait vraiment faire un nouvel épisode là-dessus, d'une heure, un truc comme ça, quand t'as le temps. Ouais. Sur la psychologie, rentrer un peu plus sur vos compétences, vos faiblesses, comment les différentes personnalités s'agencent. Donc la psychologie un peu interrelationnelle ou Ouais, ouais, je vois. entre toi, Rodolphe, Alexis et aussi les nouvelles recrues là maintenant, quoi. Tu vois, un peu rentrer Ouais. dans vos têtes entre guillemets, quoi, pour avoir le. Maintenant j'ai un peu mieux compris Ouais, ouais. le sens de la boîte. C'était un peu général, mais ça prend toujours du temps, hein. Ouais, ouais, à fond. Bah donc ouais, si tu veux faire une partie là-dessus, franchement, sans stress. Nickel. Si On fait tu ça. peux un peu préparer des questions ou pas, ou on fait ouvert. Moi, tout de même, je Ouais. connais assez bien le sujet, donc. En fait, il y avait une autre partie de liste de questions, mais évidemment, comme toujours, on n'a pas le temps de tout passer en revue. Ouais, Et je vais un peu retravailler tout ça et ça m'intéresserait de comprendre un peu plus comment ça se passe dans vos têtes, en fait, quoi. ouais, ouais, je vois, ouais. Pas seulement dans la boîte, quoi, dans les bureaux. Ouais, Je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes aussi, ouais. Nickel. Mais je vais couper l'enregistrement. ouais.